Comment ça va? Ça va faire un petit moment qu'on s'est pas parlé. Faut que je vous raconte une petite histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a maintenant quelques semaines, j'étais en train de m'occuper de faire le montage de la 3e vidéo, et puis il m'est arrivé une petite folie. J'ai perdu toutes les données sur mon disque dur. Toutes les données. Donc toutes mes images, tous les dessins que j'ai pu faire, tous les rushs que j'ai pu filmer, des documents administratifs aussi. Tout, ça a disparu. Faut savoir que là je rigole, en vrai ça me fait moyennement rire. Bon, et du coup, bah là je suis obligé de tout reprendre depuis le début. On va essayer d'aller vite, du coup on va essayer d'aller à l'essentiel, donc récap. Dans la dernière vidéo, je vous ai raconté l'histoire du premier jeu sur lequel j'avais travaillé et comment j'avais fini par me faire mousser alors que de base, avec mon équipe, on était parti pour être dans la sauce. Si vous avez pas vu la dernière vidéo, je vous invite à la regarder, mais pour faire bref, on était passé de l'idée de Morsaï qui se transforme en éponge à un petit poisson mignon qui essaye de s'échapper d'une usine qui fabrique des sodas. Alors pourquoi est-ce que j'ai envie de revenir sur ce projet? Tout simplement parce que j'avais pas l'impression que le jeu avait encore révélé tout son potentiel et que à l'avenir, j'aimerais essayer d'en faire un jeu complet, un jeu sortable. Surtout avec Mathieu, notre premier objectif c'est d'arriver à sortir un truc polish. Le polish, c'est ce qu'on appelle le fait de fignoler un jeu pour réussir à le rendre plus complet. Et reprendre ce prototype pour essayer d'en faire une version plus aboutie me paraissait être un bon point de départ. Alors du coup, nous y voilà. Voilà le jeu de base et voilà comment on le pimpe pour le faire passer de ça à ça. La première chose à faire quand on décide de refaire un jeu, c'est de découper le projet en ses différentes composantes, histoire de choisir à l'intérieur qu'est-ce qu'on décide de changer et qu'est-ce qu'on décide de garder. Alors du coup, de quoi est-ce que le projet se compose? Le jeu se compose de visuels, d'animation, d'un univers, de musique, d'un niveau, d'un gameplay, de code et de bruit. Commençons par ce qui va le plus changer, le code. Bon, si vous vous souvenez, à la base, je vous avais dit que Paragon Ring, ça avait été fait en JavaScript. Je vous ai un peu menti. Je vous ai un peu menti, mais pas trop. Bon, faire un jeu en JavaScript, c'est pas impossible en soi, mais ça prend une éternité. Ce qu'avait fait notre programmeuse à la base, ça avait été d'utiliser un framework. Un framework, en gros, c'est un ensemble de bibliothèques logicielles. Et l'idée d'une bibliothèque, c'est de se faciliter le travail en utilisant des algorithmes préfaits, au lieu de créer soi-même les instructions, ce qui fait gagner beaucoup de temps. Et l'intérêt d'un framework, c'est qu'il va déterminer une architecture de code, donc la façon dont tu organises ton code, et utiliser des bibliothèques correspondant à des besoins spécifiques. On avait utilisé un framework donc qui s'appelait Phaser. Et même si ça nous a simplifié la tâche, le fait que vous ayez jamais entendu parler de développeurs qui utilisent Phaser, c'est pas pour rien. C'est pas le truc le plus adapté. En général, quand t'es dev et que t'es un dev, tu utilises de moteurs de jeu. Nous, on utilise Unity. Unity, c'est bien, c'est une application qui est gratuite, tant qu'on se fait pas trop de trucs avec. Le seul problème, c'est que Paragon Ring, à la base, c'est fait en JavaScript, et que Unity, ça nous fait coder avec un autre langage de programmation qui est du C#. Donc ça nous oblige à recoder tout le jeu depuis le début. Et c'est pas le seul truc qu'on va reprendre depuis le début, toute l'esthétique du jeu est à refaire. Bah oui, j'ai pas été le seul à travailler sur Paragon Ring, et même si de mon côté j'ai décidé de continuer le projet, c'est pas le cas des autres membres qui eux à la base avaient juste signé pour un projet étudiant. Ils souhaitent pas forcément que leur travail soit réutilisé pour un projet avec lequel ils n'ont pas directement de lien, et c'est quelque chose que je comprends complètement et que je respecte. Donc, nouveau code, mais également nouvelle direction visuelle. Et ça concerne pas uniquement les décors, ça concerne aussi les personnages. Et tant qu'à tout refaire, autant repasser également sur l'ambiance sonore et également sur l'univers. Je le rappelle, à l'époque des études où on planchait sur le jeu, les profs étaient plus que sceptiques sur notre démarche. Au-delà du fait qu'on était sur la frontière du hors-sujet par rapport à ce qui nous était demandé, on était surtout face à des profs qui ne comprenaient pas ce qu'était le jeu vidéo. Et du coup, on avait des discussions qui se passaient souvent comme ça. Ok, votre jeu il est mignon, mais c'est quoi le but? Bah, c'est de finir le niveau en s'échappant de l'usine, Ouais, mais tout ça, ça sert à quoi? à s'amuser. Mais y a pas de message? Non? Si? En gros, c'était des gens qui pouvaient pas envisager le fait que la finalité de jouer à un jeu vidéo, c'était juste de jouer. C'était pas vraiment du mépris, c'était plus de l'incompréhension par rapport aux médias. La légitimité d'un jeu vidéo n'apparaissait à leurs yeux que si ça permettait de parler de quelque chose de plus grand, sensibiliser sur une cause par exemple. Alors pourquoi pas, hein, je suis pas en train de dire que le jeu vidéo doit pas être politique, au contraire. Par contre, j'avoue que j'avais un peu du mal à voir comment réussir à intégrer un message politique à une démo où t'as un poisson qui saute sur des trucs pendant 10 minutes. Mais de mes profs dépendait ma note, donc j'avais pas trop le choix. Je devais trouver une solution, j'ai trouvé une solution. Et ce moyen, c'est le truc archi facile à faire quand tu veux intégrer un message au forceps dans un jeu vidéo qui s'y prête pas trop. Les notes de texte.
Mais si, tu sais, les notes, c'est les textes, les messages disséminés un peu partout dans le niveau que personne n'a envie de lire mais qu'on lit quand même pour le lore, c'est ce qu'on a fait. Dans tout niveau, tu peux collecter des petits documents qui... Putain, mais t'es mal la taille du Pavax. Wow, petit... c'est lourd, hein. Lourd, le format. Alors l'idée, c'était de cacher des coupures d'articles un peu partout dans le niveau qui te permettent de comprendre un peu plus le contexte politique dans lequel se déroule le jeu. Mais de deux choses l'une. Déjà, de 1, qui a envie de se faire chier à collecter des trucs qui te forcent à lire des putains de documents Word? Personne. Ensuite, t'as un putain de poisson. À quelle heure un poisson ça lit des trucs? À quelle heure un poisson ça peut marcher, sauter, respirer hors de l'eau? Silence, Mathieu. Non mais plus sérieusement, ça c'est un problème qu'on retrouve assez souvent dans le milieu en fait. C'est la contradiction entre ce qu'on te demande de faire et ce que t'es censé être. Et tu le vois partout de plein de manières, hein. Te bombarder de Katanex alors que t'es censé être pressé de sauver le monde, te faire mitrer une armée en mode Rambo alors que t'es juste un facteur à la base. Mais là on est plus sur un truc à la Stray. Stray, c'est ce jeu au demeurant sympathique où on est censé incarner un chat qui peut taper la discute avec des gens et leur rendre des services. Alors je sais pas vous, hein, mais pour avoir côtoyé des chats, je peux vous assurer que vous pouvez pas avoir une conversation avec et surtout ils s'en battent les couilles de votre vie. Donc si on leur demande de nous ramener un truc, ils vont juste pas nous calculer, aller dormir après avoir vomi dans notre salon. Quand il y a un trop grand écart entre ce qu'on est censé être et ce qu'on peut faire, ça casse l'immersion. Bah là c'est pareil. Si on me dit que je suis un poisson mais que derrière on me demande d'être un rat de bibliothèque, ça marche pas. Donc les gros pavés de texte qui essayent de te vendre une histoire complexe, ça dégage. Évidemment, le jeu, ça va faire un petit moment qu'il est sorti. Avec le recul, j'ai aujourd'hui beaucoup de choses à dire sur le game design et le level design. Et ce serait tentant, effectivement, de revenir dessus et de corriger tout ça. Mais ça risque de prendre du temps et c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment de reprendre ce qu'on a sous la main et juste d'en faire une version plus juteuse. On va juste se concentrer sur l'essentiel pour l'instant, mais par contre, à la fin, ça va être effectivement intéressant de revenir et de faire une sorte de bilan général et de voir tout ce qui va pas. Ça permettra, quand on va décider de se lancer sur vraiment le projet final, le jeu final, de repartir sur des bonnes bases et d'aller dans une direction qui nous convient plus. Là, ce qui va être intéressant, plus que de travailler sur la partie jeu, ça va être de travailler sur la partie jouet. C'est-à-dire comment, même sans niveau, même sans obstacle, le simple fait de contrôler le personnage est quelque chose d'agréable. Bon, et déjà là, il y a eu des mini-galères. Au départ, pour aller vite, on voulait choper un contrôleur préfet pour le personnage. Bon, il y en a plein sur internet, alors pourquoi se priver? Le problème, c'est qu'on voulait avoir un truc assez personnalisable pour donner au contrôleur le feeling qui nous semblait le plus approprié pour notre jeu. Et bon, les tutos sur internet, ça va pour faire des jeux à faire jouer à la grand-mère, hein, mais quand on essaye de faire un truc un peu plus pro, bah ça suffit pas. Au final, il y en avait quand même un qui semblait pas mal, mais qui utilisait aussi un système de collision custom qui rentrait en conflit avec le système de tile map qu'on utilise pour la construction des niveaux. La raison, j'en ai aucune idée. Donc j'ai tout fait tout seul. Mais y a pas que par les contrôles qu'on prend du plaisir, il y a aussi par les feedbacks visuels. Vu que c'est désormais moi qui m'occupais de la direction visuelle, j'ai repris le design du personnage et je lui ai retiré ce côté petit poisson innocent pour faire un truc un peu plus à ma sauce. Je voulais un truc un peu plus vénère et mon inspiration principale, ça a été le manga Gon. Alors, je sais pas si vous connaissez le manga Gon, c'est trop bien. C'est un des meilleurs mangas qui existent. En gros, c'est un petit dinosaure qui défonce tout le monde sur son passage. C'est trop bien. Et voilà, le mec il a l'air tout petit, il a l'air mignon et tout, mais il a le regard vénère. Tu sais, tu le regardes dans les yeux comme ça, t'as pas envie de déconner avec lui. Le frérot il est... Je sais pas, il va peut-être te prendre ton goûter au chocolat. Bon, et du coup il y a le design et maintenant il va falloir aussi s'occuper de faire toutes les animations. Alors du coup, qu'est-ce qu'il peut faire Juan? Juan il peut rester immobile, parce qu'évidemment quand le poisson reste immobile, on veut pas que juste ce soit une image figée, il faut qu'il puisse bouger, histoire de rendre le tout plus organique. Il faut qu'il soit immobile, il faut qu'il saute, il faut qu'il atterrisse, il faut qu'il court, il faut qu'il le fasse à la fois quand il est gonflé et à la fois quand il est dégonflé parce qu'il a plusieurs états différents et puis il y a également les transitions entre les différents états. Donc quand il va cracher de l'eau et quand il va en absorber. Ça a été très long. Bon, je sais qu'on pourrait toujours faire mieux, mais moi de base je suis pas animateur et franchement par rapport à mon niveau je suis assez content du résultat. Surtout qu'on a encore pas mal de pain sur la planche, maintenant il va s'agir de rendre le tout juteux. Vous voyez là? Bon ok, les contrôles répondent, les animations fonctionnent, mais le jeu fait quand même un peu plat, il manque des trucs. En fait le jus, c'est tous les petits artifices qu'on va utiliser pour essayer de rendre le sentiment de jeu un peu plus organique. Donc par exemple les effets de fumée pour accompagner le mouvement, la secousse de la caméra quand il y a des impacts, etc. Ça peut paraître mineur comme ça, mais je vous assure que ça fait toute la différence. Il y a des petits jeux qui littéralement s'appuient que sur ça en fait. Sur tous ces petits effets à droite à gauche, c'est des jeux qui payent pas de mine, mais qui puent le style parce que vont mettre le paquet sur des tremblements de caméra, des petits effets de partie
particules à droite à gauche. Tout ça, ça change tout. On le remarque pas, mais peu importe, ça fait toute la différence. Pour notre cas, on aurait plus été du système de particules de Unity, mais pareil, je voulais qu'il y ait une sorte de cohérence dans les animations de manière visuelle, et du coup, j'ai tenu à également faire tous les effets de fumée à la main. Du coup, il y a la fumée quand le personnage se déplace, il y a la fumée quand le personnage saute, il y a la fumée quand il atterrit, et il y a celle quand il tire un projectile. J'ai aussi rajouté un mini freeze au moment où Juan tire pour accentuer l'effet d'impact, un peu comme ce qu'on peut retrouver dans les jeux de baston quand on donne un coup. Bah voilà, tout est bon, tout est nickel. Bah non, on a un petit souci. En fait, à force de rajouter les mécaniques une par une au lieu de se faire une idée des contrôles dans leur ensemble, on a empilé les bugs et bien sûr, j'ai bricolé les solutions. Bon, ce qui fait qu'on est arrivé à un moment où réparer un bug ça prend plus de temps qu'implémenter une nouvelle mécanique, et même certains bugs deviennent impossibles à traquer. Bon, du coup, j'ai pris une décision radicale mais efficace, j'ai tout recommencé à zéro. Bon, entre temps, j'ai appris de nouvelles techniques qui me permettent de faire un code beaucoup plus clean que celui-ci, alors j'ai été assez confiant sur le temps que ça nous ferait gagner. Bon, faut se dire qu'à la base, mon code c'était un enchaînement de conditions pour savoir si le personnage pouvait effectuer telle ou telle action. Genre pour le saut, si le personnage il est au sol, bon évidemment il peut sauter. Il peut aussi sauter s'il tombe d'une plateforme mais qu'une seule fois. Il faut aussi que le personnage puisse sauter quelques dixièmes de seconde après avoir quitté une plateforme pour éviter que le jeu soit trop frustrant. Et en plus, la hauteur du saut doit changer en fonction de la forme du personnage. Bah, du coup, pour m'aider, j'ai utilisé ce qu'on appelle le state pattern. En gros, le state pattern, ça veut dire que le personnage, il a plusieurs états dans lesquels il peut être, et uniquement le code correspondant à l'état actuel se lance. En plus, le code est séparé dans plusieurs fichiers dédiés à chaque état, ce qui le rend plus lisible et les bugs sont beaucoup plus faciles à traquer. Ok, cette fois c'est bon, tout est réglé, on est bon? Ah non? Y'a quoi? Bah, les décors. Là, on va parler d'un des trucs dont je suis le moins fier, les décors. Alors, il y a plein de trucs qui vont pas et plein de facteurs différents qui jouent, qui fait que je suis vraiment pas convaincu du résultat final. Là, on va s'intéresser au rendu global. Je m'explique. Un des jeux 2D que je trouve le plus beau et le plus impressionnant, comme beaucoup de monde, c'est Hollow Knight. Et je dis bien que c'est un des jeux les plus impressionnants parce que c'est un jeu qui est fourmillé de détails, mais où tout est toujours lisible. Et beaucoup de ça est dû au travail sur le flou et sur la lumière. En gros, tous les éléments en arrière-plan vont être progressivement moins nets que ce qu'il y a au premier, mais c'est pas tout. J'ai un peu de mal à le décrire, mais tout ce qui est dans le lointain est un peu baigné dans une sorte de brouillard lumineux qui participe à détacher les décors de l'action tout devant, qui est plutôt sombre. Et c'est un truc qu'on a tenté de reproduire, je dis bien tenté. Au début on s'est dit, facile, il suffit de rajouter du post-process à notre jeu, un peu de profondeur de champ et c'est réglé. Bon en fait c'est pas si simple, parce que notre jeu il est en 2D, et même si on éloigne les objets de la caméra dans Unity, le système de rendu 2D considère qu'ils sont toujours sur le même plan. Donc soit tout est flou, soit tout est net. En faisant des recherches sur la façon dont Hollow Knight s'y prenait, on s'est rendu compte que le flou des décors était probablement appliqué avant même d'importer les sprites dans le moteur de jeu. On s'est dit que ça nous prendrait trop de temps, alors on a abandonné l'idée. Bon, la musique, c'est pas mon domaine. Mais vu que j'étais le seul à m'y connaître un petit peu, c'est moi qui m'y suis collé. On voulait une musique évolutive qui change en fonction de notre avancée dans le jeu, alors je suis parti sur un truc simple. À chaque fois qu'on arrive à un certain point dans le niveau, un nouvel instrument vient se rajouter au tout. Je me suis vite fait inspiré de musique traditionnelle mexicaine, vu que le jeu s'y déroule, et puis j'ai fait mes petites mélodies. L'un des problèmes auxquels je me suis confronté, c'est que les instruments acoustiques de base disponibles dans FL Studio, ils sont horribles. Et vu que je joue pas de ces instruments, j'ai dû chercher des plugins pas trop dégueux et surtout gratuits, parce que bon, 60 boules pour une trompette virtuelle, merci, mais pas tant qu'on n'est pas sûr de rentabiliser quoi. Bon bah voilà, le jeu est terminé, enfin... Puisqu'un jeu c'est plutôt une démo. C'est pas long, c'est gratuit, c'est disponible et tout, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si ça vous a plu. Tant mieux. Si ça vous a pas plu, par contre, je veux absolument pas le savoir, je prends que les retours positifs. Non, en vrai, on est curieux de prendre les retours de tout le monde parce que dans la prochaine vidéo, on va faire un peu le bilan de tout ça, de ce qu'on a réussi et de ce qu'on a moins réussi. La prochaine vidéo sera probablement une des dernières à être sous ce format un peu long. Après, je pense qu'on va plus se diriger vers des shorts, tout simplement parce que déjà, d'une part, en termes de travail à fournir, ça va nous permettre de pouvoir poster beaucoup plus régulièrement de contenu, plutôt que sortir une vidéo tous les plusieurs mois. Et puis, en plus de ça, comme ça demande moins de travail, ça va moins freiner le processus de développement de création des jeux vidéo. Là actuellement, à chaque fois que je suis sur une vidéo, je dois complètement arrêter le travail que je fais sur le jeu pour me consacrer pleinement à ça, et je pense pas que c'est quelque chose qui soit possible à faire sur le long terme. Si vous avez aimé ce contenu, surtout mettez un petit j'aime, mettez un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettez la cloche, ça nous aide vraiment beaucoup. Et puis sinon, on se dit à la prochaine. Un petit mot pour finir, Mathieu? Gérontophile.